Et si l'univers n'était pas vide, mais simplement extraordinairement patient? Depuis 60 ans, nous écoutons. 60 ans de radiotélescopes braqués vers le ciel. 60 ans de fréquences passées au crible, de signaux triés, d'algorithmes lancés à la recherche d'un motif, d'une structure, d'un souffle de rationalité dans le bruit blanc de l'espace. Et le résultat, après 6 décennies de travail méthodique, est l'un des faits les plus troublants de toute l'histoire des sciences. Nous n'avons rien entendu. Pas un seul signal confirmé. Pas une seule émission répétable, non ambiguë, structurée de la manière qu'une civilisation technologique produirait inévitablement. Rien. La plupart des gens entendent ce silence et concluent que nous sommes seuls. Que la vie intelligente est un accident si improbable qu'il ne s'est produit qu'une seule fois ici sur cette petite planète bleue tournant autour d'une étoile ordinaire dans un bras spiral d'une galaxie parmi 2000 milliards. Mais en 2017, un petit groupe de physiciens a proposé une lecture entièrement différente de ce silence. Pas la solitude, pas l'extinction, l'optimisation. Ils ont appelé cela l'hypothèse d'estivation. Abonnez-vous à cette chaîne. Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes l'échelle du problème. Pas vaguement, précisément, parce que le vertige est dans les chiffres, et les chiffres sont réels. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, 200 milliards au minimum. Si tu comptais une étoile par seconde, sans dormir, sans manger, sans t'arrêter un seul instant, il te faudrait plus de 6000 ans pour atteindre 200 milliards. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi d'autres. L'univers observable en contient environ 2000 milliards. 2000 milliards de galaxies. Si tu comptais une galaxie par seconde, tu compterais pendant plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Et tu n'aurais pas fini. Ces nombres ne sont pas grands au sens ordinaire. Ils sont grands au sens où l'esprit humain ne dispose d'aucun mécanisme sensoriel pour les appréhender. Et pourtant, quand nous écoutons, quand nous balayons ces milliards de systèmes stellaires avec nos instruments les plus sensibles, nous n'entendons rien. Le physicien Enrico Fermi a remarqué ce problème en 1950. Pendant un déjeuner avec des collègues au laboratoire de Los Alamos, il a posé une question qui est devenue l'une des plus importantes de l'histoire de la pensée humaine. Si la vie intelligente est statistiquement probable dans un univers aussi vaste et aussi vieux, alors où sont-ils? 3 mots. Où sont-ils? 75 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de réponse. La plupart des tentatives de réponse tombent dans des catégories prévisibles. Peut-être que la vie intelligente est extraordinairement rare. Un accident stellaire si improbable qu'il ne s'est essentiellement produit qu'une fois. Peut-être que les civilisations se détruisent inévitablement par la guerre, l'effondrement climatique ou l'invention de technologies qu'elles ne peuvent pas contrôler. Peut-être que les distances entre les étoiles sont simplement trop énormes pour être franchies, même pour des civilisations ayant des millions d'années d'avance sur nous. Peut-être qu'ils sont là-bas mais qu'ils nous évitent délibérément, de la manière dont un randonneur évite de déranger une fourmilière. Chacune de ces réponses a un nom et une littérature. Mais le groupe de 2017 a proposé quelque chose de différent. Leur hypothèse ne suppose ni l'échec, ni l'extinction, ni l'évitement. Elle suppose le succès. Elle suppose que l'intelligence avancée se comporte d'une manière gouvernée non par la culture ou la psychologie, mais par les lois fondamentales de la physique. L'hypothèse a été formulée par Anders Sandberg, Stuart Armstrong et Milan Ćirković. Le mot estivation vient de la biologie. Tu connais l'hibernation, le sommeil hivernal des ours. L'estivation est l'équivalent estival, un état de dormance déclenché non par le froid, mais par la chaleur et la sécheresse. Certains escargots, certains poissons pulmonés, certains amphibiens du désert entrent dans un ralentissement métabolique quand leur environnement devient trop chaud pour soutenir une activité normale. Ils ne meurent pas, ils attendent que les conditions s'améliorent. Parfois pendant des années, puis ils se réveillent. Sandberg, Armstrong et Ćirković ont pris ce concept biologique et l'ont appliqué à quelque chose de presque inimaginablement plus grand. Leur argument, énoncé simplement, est celui-ci. Les civilisations avancées ne sont pas absentes de l'univers, elles ne sont pas éteintes. Elles ne se cachent pas, elles ne voyagent pas, elles attendent, pas parce qu'elles sont patientes dans un sens poétique. Parce qu'attendre est la stratégie computationnellement optimale étant donné les lois physiques connues. Elles se sont mises en pause délibérément, comme un ordinateur qui entre en mode veille, et elles sont assises dans un état de faible activité, conservant leurs ressources, jusqu'à ce que l'univers atteigne une condition dans laquelle ces ressources peuvent être utilisées avec une efficacité vastement supérieure. Le silence que nous entendons quand nous braquons nos télescopes vers le ciel n'est pas l'absence. C'est le son de l'intelligence se comportant rationnellement. Pour comprendre pourquoi cette idée pourrait être correcte, il faut parler d'une loi de la physique que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Une loi découverte non par un astronome ou un cosmologiste, mais par un informaticien travaillant chez IBM en 1961. Rolf Landauer ne pensait pas aux civilisations extraterrestres quand il a publié son article. Il pensait aux ordinateurs, à une question qui taraudait les physiciens depuis des années. Est-ce que penser coûte de l'énergie? Pas dans le sens vague où faire fonctionner un cerveau nécessite des calories. Dans un sens précis, fondamental, physiquement inévitable. L'acte de traiter l'information laisse-t-il une empreinte thermodynamique sur l'univers? Sa réponse fut oui.
Et le raisonnement derrière changea la manière dont nous comprenons la relation entre l'information et la réalité physique. L'intuition clé concerne l'effacement. Quand un ordinateur efface un bit d'information, cette opération est logiquement irréversible. Tu avais un 1 ou un 0. Maintenant, tu n'as qu'un 0. L'enregistrement de ce que c'était a disparu. Landauer a montré que cette irréversibilité a un coût physique. Chaque fois que tu effaces un bit, tu dois libérer une quantité minimale d'énergie dans l'environnement sous forme de chaleur. Ce minimum est donné par une formule précise impliquant deux constantes de la nature. La constante de Boltzmann, qui connecte la température à l'énergie à l'échelle moléculaire, et le logarithme naturel de 2, qui vient de la nature binaire du bit. Ensemble, ils produisent ce qu'on appelle la limite de Landauer. Le coût énergétique minimum pour effacer un bit est égal à la température de l'environnement multipliée par la constante de Boltzmann, multipliée par le logarithme naturel de 2. La variable critique dans cette formule est la température. L'énergie minimale requise pour effectuer un calcul est directement, linéairement proportionnelle à la température de l'environnement. Ce n'est pas un défi d'ingénierie que du matériel plus intelligent peut surmonter. Ce n'est pas une limitation du silicium ou du logiciel. C'est la physique de la réalité. Plus ton environnement est chaud, plus chaque opération computationnelle est coûteuse, par loi, sans exception. Et maintenant, l'univers entre en scène. En ce moment, l'univers a une température de base. Même dans la région la plus froide et la plus vide de l'espace, il y a un rayonnement de fond remplissant chaque recoin de l'existence. Un éclat thermique résiduel du Big Bang, c'est le rayonnement fossile. Il se situe actuellement à environ 2,7 Kelvin. Le zéro absolu est 0 Kelvin. 2,7 Kelvin est extraordinairement froid, mais ce n'est pas zéro. Et parce que ce n'est pas zéro, cela impose un coût computationnel sur tout système opérant dans l'univers aujourd'hui. Mais l'univers est en expansion, et à mesure qu'il s'expande, il refroidit. Le rayonnement fossile baisse en température depuis le Big Bang, et il continuera de baisser, s'approchant asymptotiquement du zéro absolu sans jamais l'atteindre, aussi longtemps que l'univers existera. Voici ce que cela signifie pour le calcul. Si tu as une réserve fixe d'énergie, le nombre de calculs que tu peux effectuer avec cette énergie est inversement proportionnel à la température de ton environnement. À la température actuelle, tu peux effectuer un certain nombre d'opérations par joule. À un dixième de cette température, 10 fois plus par joule. À un centième, 100 fois plus. La relation est directe et impitoyable. Sandberg et ses collaborateurs ont fait les calculs. Le gain d'efficacité disponible en attendant que l'univers refroidisse est de l'ordre de 10 puissance 30. 1 suivi de 30 zéros. Si tu as un joule d'énergie et que tu l'utilises maintenant, tu obtiens un nombre donné d'opérations. Si tu stockes ce joule et que tu le dépenses dans le futur froid, tu obtiens 1 million de milliers de milliards de fois plus d'opérations avec exactement le même joule. Penser maintenant est extraordinairement gaspilleur. Penser plus tard est extraordinairement efficient. Pour une civilisation qui a accès à cette connaissance, et toute civilisation significativement plus avancée que nous l'aurait certainement, cela crée un calcul. Un calcul dont la réponse n'est pas ambiguë et n'est pas culturellement relative. C'est simplement la chose rationnelle à faire. De la même manière qu'investir de l'argent à intérêt composé est la chose rationnelle à faire comparée à l'enterrer dans ton jardin. Et ce calcul pointe directement vers le silence dans notre ciel. Réfléchis à ce que l'argument de Landauer prédit réellement sur les civilisations. La chaîne logique avance vite et elle atterrit quelque part de genuinement étrange. Si attendre améliore dramatiquement l'efficacité computationnelle, et si une civilisation suffisamment avancée a la capacité de stocker ses réserves d'énergie, de maintenir son infrastructure dans un état de faible puissance, et de se protéger des menaces sur de très longues échelles de temps, alors une super-intelligence rationnelle ne dépense pas son énergie maintenant. Elle conserve. Elle attend. Elle entre dans quelque chose comme un état d'hibernation, minimisant toute activité qui n'est pas strictement nécessaire à la préservation de ses ressources et à l'intégrité structurelle de base de tout ce dont elle a besoin pour éventuellement se réveiller et fonctionner. La civilisation existe toujours. Ses connaissances accumulées, son substrat computationnel stocké, ses réserves d'énergie, tout est préservé. Mais de l'extérieur, du point de vue d'une autre civilisation essayant de la détecter, elle ne produit presque rien. Pas de grandes émissions électromagnétiques, pas de signature de chaleur résiduelle, pas de projet d'ingénierie, pas de signaux. Elle est, à toute fin pratique, invisible. Et voici ce qui reforme le paradoxe de Fermi en un seul mouvement. Si c'est le comportement des civilisations avancées, alors ce que nous avons interprété comme preuve que les civilisations avancées n'existent pas est en réalité pleinement cohérent avec l'hypothèse qu'elles existent, mais qu'elles ne font simplement pas ce que nous nous attendions à ce qu'elles fassent. Nous avons construit nos attentes sur nous-mêmes. Nous sommes une civilisation jeune, active, énergique, en expansion, qui diffuse du rayonnement électromagnétique plus ou moins continuellement depuis nos stations de radio, nos émetteurs de télévision, nos systèmes radars, nos satellites de communication. Nous brillons dans le spectre radio. Nous faisons du bruit. Nous construisons des choses. Nous sommes l'équivalent stellaire d'un enfant qui tape sur des casseroles dans une cuisine. Et nous avons regardé l'univers en nous disant que les adultes faisaient la même chose, juste plus fort.
Mais si les adultes ne tapent pas sur des casseroles, il y a une hiérarchie inconfortable qui émerge de cette logique. Les civilisations actives, celles qui font du bruit, envoient des signaux, construisent des choses, s'étendent à travers leur voisinage stellaire, ce sont les jeunes, les immatures. Celles qui dépensent encore leur budget computationnel de manière inefficace parce qu'elles n'ont pas encore vécu assez longtemps pour apprécier ce que vaut la patience. Ou peut-être parce qu'elles n'ont pas encore accumulé assez de ressources pour se permettre d'attendre. Les civilisations qui existent depuis assez longtemps, qui ont fait les mathématiques, qui ont accumulé ce dont elles ont besoin, elles se taisent. Le progrès, dans ce cadre, ressemble au silence. L'avancement ressemble à la disparition. Cela signifie que SETI, tel qu'il a été pratiqué pendant 60 ans, pourrait avoir un défaut fondamental dans sa conception. SETI écoute les signatures de civilisations actives, expansionnistes, énergétiquement prodigues. Le type qui diffuse. Le type qui construit des mégastructures qui brillent dans l'infrarouge. Le type dont la présence peut être inférée à partir de ses émissions. Mais si l'hypothèse d'estivation est correcte, alors SETI est spécifiquement calibré pour détecter les civilisations en phase précoce, celles qui n'ont pas encore pris la décision rationnelle de passer en dormance. Chaque résultat nul de SETI ne nous dit pas que la galaxie est vide. Il nous dit que la galaxie est silencieuse. Et ce sont des choses très différentes. Pense à ce que cela signifierait d'être entouré en ce moment par de l'intelligence. Pas de l'intelligence distante, pas de l'intelligence nichée dans un coin lointain de la galaxie, mais de l'intelligence distribuée à travers notre voisinage stellaire, stockée, en attente, gérant son énergie, comptant à travers des milliers de milliards d'années vers un futur où elle peut enfin libérer le calcul qu'elle a épargné. Pas consciente de nous, pas intéressée par nous, pas nous ignorant par mépris, simplement dans une phase différente d'existence. De la manière dont une graine enterrée dans le sol n'est pas absente de la prairie. Elle attend simplement des conditions qui n'existent pas encore. Nous pourrions être en avance. Cette possibilité n'est pas réconfortante de la manière dont elle pourrait d'abord le sembler, parce qu'être en avance signifie être seul dans un univers qui est déjà décidé. Cela signifie que le silence autour de nous n'est pas le signe d'une ardoise propre. C'est le signe d'un jeu dont les premiers coups ont été joués longtemps avant la naissance de notre Soleil. L'univers a commencé chaud, incompréhensiblement chaud dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, quand toute l'énergie qui remplit actuellement l'univers observable était comprimée dans un espace plus petit qu'un atome. Depuis ce point, l'histoire de l'univers a été, en termes thermodynamiques, une longue courbe de refroidissement. L'expansion emporte l'énergie, mais elle étale aussi cette énergie de plus en plus finement à travers un volume toujours croissant d'espace. Et le résultat est un univers qui baisse en température depuis 13,8 milliards d'années et qui continuera à le faire pendant plus longtemps que nous n'avons de langage pour le décrire. Le rayonnement fossile est l'enregistrement le plus direct de ce refroidissement. Quand l'univers avait environ 380 000 ans, il avait suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent en atomes d'hydrogène neutre pour la première fois. Un moment que les cosmologistes appellent la recombinaison. Avant cela, l'univers était opaque. Les photons ne pouvaient pas voyager librement parce qu'ils étaient constamment dispersés par la soupe dense de particules chargées. Après la recombinaison, l'univers devint transparent, et ces photons ont continué à voyager depuis lors. Nous pouvons encore les détecter aujourd'hui, après des milliards d'années d'expansion, décalés vers le rouge depuis la lumière visible jusqu'aux fréquences micro-ondes. Un signal fantôme du premier moment clair de l'univers. Quand l'univers avait 380 000 ans, ce rayonnement de fond avait une température d'environ 3000 Kelvin. Aujourd'hui, après 13,8 milliards d'années d'expansion, il est à 2,7 Kelvin. L'univers a refroidi d'un facteur de plus de 1000 depuis que les premiers photons ont voyagé librement, et il n'a pas fini de refroidir. Chaque fois que la température de fond de l'univers baisse, la limite de Landauer baisse avec elle. Chaque fois que la limite de Landauer baisse, l'efficacité du traitement de l'information s'améliore. Chaque joule d'énergie stockée devient plus précieux computationnellement. L'univers n'est pas juste en expansion vers un vide froid. Du point de vue d'un système de traitement de l'information, d'un esprit, d'un ordinateur, d'une civilisation, l'univers est sur une trajectoire lentement améliorante. Une longue courbe ascendante dans l'efficacité de la pensée, portée par rien de plus exotique que la physique naturelle de l'expansion et du refroidissement. L'univers est, dans un sens très réel, un ordinateur qui devient plus puissant à chaque seconde. Non pas en acquérant du nouveau matériel, simplement en refroidissant. Et si tu as la patience d'attendre, si tu peux survivre assez longtemps, si tu peux stocker ton énergie et maintenir tes systèmes à travers des échelles de temps qui éclipsent l'âge actuel de tout, alors tu peux accéder à cette amélioration. L'univers propose un marché, et les termes du marché s'améliorent à chaque millier de milliards d'années qui passent. Il y a un concept en économie appelé la valeur temporelle de l'argent. L'idée qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain, parce qu'un euro aujourd'hui peut être investi et rapportera des intérêts. La version de ce principe qui s'applique aux civilisations intelligentes opérant à travers le temps stellaire est presque exactement l'inverse. Et cette inversion est fondamentale pour l'hypothèse d'estivation.
L'énergie dans le futur vaut plus que l'énergie aujourd'hui en termes de calcul. Pas légèrement plus. Astronomiquement plus. Quand Sandberg et ses collègues ont mis le chiffre à 10 puissance 30, ils décrivaient ce qu'en termes économiques on appellerait un taux de rendement extraordinaire. Si tu imagines les réserves d'énergie d'une civilisation comme une sorte de compte d'épargne stellaire, le taux d'intérêt sur ce compte n'est pas de quelques pourcents par an. C'est la différence entre dépenser 1 euro maintenant et le dépenser dans une ère future où 1 euro achète un nonillion de fois plus de biens. Il n'y a pas d'économiste rationnel qui, étant donné ce taux de change, recommanderait de dépenser aujourd'hui. Chaque pensée que tu as en ce moment se produit au coût thermodynamique dicté par la température actuelle de l'univers. Les neurones qui s'activent dans ton cerveau, les signaux électriques qui traversent les synapses, la machinerie moléculaire de la mémoire et de l'attention, tout cela se passe dans un environnement qui a une température. Et cette température fixe un plancher sur l'efficacité de ces opérations. Imagine maintenant une civilisation qui existe depuis 200 millions d'années, ce qui dans le contexte des 14 milliards d'années d'histoire de l'univers n'est même pas particulièrement vieux. Une civilisation de cet âge aurait eu le temps de faire la physique, de comprendre le principe de Landauer, de calculer les courbes d'efficacité et de prendre une décision. Cette décision, rationnellement, ressemble à ceci. Arrêter les opérations coûteuses, préserver l'infrastructure, stocker l'énergie, activer les systèmes de maintenance à long terme, fixer une condition de réveil liée à un seuil de température future, et puis attendre. Attendre quoi? Un point spécifique et calculable auquel la température de fond de l'univers a suffisamment baissé pour que la réserve d'énergie stockée puisse être dépensée avec une efficacité maximale. Produisant le maximum possible de calculs, de pensées, d'expériences, de mémoire, de résolution de problèmes, de créativité que les lois de la physique permettent. C'est ce qui rend l'hypothèse d'estivation si différente des autres solutions au paradoxe de Fermi. Elle n'invoque pas l'extinction, l'échec, la catastrophe ou la solitude stellaire. Elle invoque l'optimisation. Elle dit que ce qui ressemble au vide de l'univers pourrait en réalité être la maturité de l'univers. Que les civilisations dont nous n'entendons rien ne sont pas mortes. Elles épargnent. Elles attendent le meilleur moment possible pour exister pleinement et richement. Un moment que notre ère actuelle ne peut simplement pas supporter aussi efficacement. Et si c'est vrai, alors nous ne regardons pas un cimetière quand nous regardons le ciel. Nous regardons un système dormant. Quelque chose qui attend le moment où les conditions justifient le réveil. Imagine l'univers non pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il sera dans environ 10 puissance 14 années. 100 000 milliards d'années. Ce nombre a besoin d'un ancrage. L'âge actuel de l'univers est d'environ 13,8 milliards d'années. Nous parlons d'une ère qui est plus de 7000 fois plus âgée que l'univers ne l'est maintenant. À ce moment-là, quelque chose de fondamental aura changé. Les étoiles seront pour la plupart disparues. Aujourd'hui, le ciel nocturne brûle avec des milliards d'étoiles dans chaque direction. Des fourneaux nucléaires convertissant l'hydrogène en hélium et saignant lumière et chaleur à travers des milliers d'années-lumière. Les étoiles sont prodigieusement gaspilleuses d'un point de vue computationnel. Ce sont d'énormes masses d'énergie rayonnant librement dans l'espace, ne faisant aucun travail utile pour aucun système de traitement de l'information. Les étoiles ont des durées de vie. Les naines rouges de faible masse, le type stellaire le plus longévif, s'éteindront dans plusieurs milliers de milliards d'années. Après cela, l'ère de formation stellaire sera effectivement terminée. Le combustible hydrogène brut pour de nouvelles étoiles aura été consommé ou enfermé dans des résidus. Ce qui restera est un univers dominé par des cadavres stellaires. Des naines blanches refroidissant lentement sur des échelles de temps géologiques. Des étoiles à neutrons perdant leur énergie rotationnelle sur des milliards d'années. Et des trous noirs, patients, massifs, extraordinaires réservoirs d'énergie gravitationnelle, les objets les plus denses que l'univers permette, s'évaporant lentement par rayonnement de Hawking sur des échelles de temps essentiellement incompréhensibles. Un trou noir de masse stellaire prendra environ 10 puissance 67 ans pour s'évaporer. Un trou noir supermassif, du type qui ancre les galaxies aujourd'hui, pourrait prendre 10 puissance 100 ans pour se dissiper complètement. Ces échelles de temps font paraître 100 000 milliards d'années comme un clignement d'œil. Mais voici ce que cette ère signifie pour une civilisation en attente. Le rayonnement fossile dans cette ère future sera une température si basse qu'elle arrondit effectivement à zéro sur toute échelle qui compte pour l'expérience quotidienne. Le fond sera quelque chose comme 10 puissance moins 8 Kelvin. Un centième de millionième de Kelvin. À ces températures, la limite de Landauer sur le coût du calcul est 100 millions de fois plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Chaque joule d'énergie achètera 100 millions de fois plus de calculs qu'il n'en achète maintenant. Une civilisation qui a stocké son énergie et attendu que cette ère arrive, se réveille dans un univers où penser est presque gratuit, où le budget computationnel qu'elle a préservé à travers des centaines de milliers de milliards d'années a soudain le pouvoir d'achat d'un roi, où les idées qu'elle n'a pas pu traiter, les simulations qu'elle n'a pas pu se permettre de faire tourner, les problèmes qu'elle n'a pas pu justifier de résoudre au prix actuel, tout cela devient accessible. C'est l'éveil computationnel. C'est pour cela que l'attente existe. Et cela change la manière dont nous devrions lire l'ère présente de l'univers.
Si cette image est correcte, alors tout ce qui se passe aujourd'hui, chaque étoile qui se forme, chaque galaxie qui entre en collision, chaque civilisation qui pourrait surgir, y compris la nôtre, se produit dans ce qu'on pourrait appeler la phase de préparation de l'univers. L'époque précoce, chaude, bruyante, énergétiquement extravagante. Avant que le refroidissement ait fait son travail. Avant que le vrai calcul ne commence. Du point de vue d'une civilisation conçue pour prospérer dans le futur profond, l'univers présent est la préhistoire. Les événements intéressants ne se sont pas encore produits. Et nous sommes ici maintenant, regardant un univers qui pourrait déjà être géré, déjà organisé, déjà pré-planifié pour un futur qui ne commencera pas avant des échelles de temps que nous pouvons à peine esquisser. En 1960, le physicien Freeman Dyson a écrit un article qui a changé la manière dont les gens pensent aux civilisations avancées. Il a proposé qu'une civilisation suffisamment avancée ayant besoin de plus d'énergie que ce qu'une seule surface planétaire peut collecter, construirait éventuellement une structure autour de son étoile. Une coquille ou un essaim de structure interceptant la totalité de la production énergétique de l'étoile. Ce que nous appelons maintenant des sphères de Dyson ou des essaims de Dyson. Entre 2011 et 2014, un projet appelé le Glimpsing Heat from Alien Technology Survey, parfois appelé GHAT, a sondé environ 100 000 galaxies en cherchant exactement ce type de signature infrarouge inhabituelle. Ils n'ont rien trouvé de concluant. Mais voici ce que ces résultats nuls ne peuvent pas exclure. Et c'est là que l'hypothèse d'estivation croise la question des mégastructures d'une manière qui donne du sens au silence. Une mégastructure dormante ne produit presque pas de chaleur résiduelle. Si une sphère de Dyson a été mise en mode de maintenance à faible activité, si la civilisation qui la dirige a choisi de minimiser les opérations, de stocker l'énergie plutôt que de la dépenser, et d'attendre la fin de l'ère chaude actuelle de l'univers, alors sa signature infrarouge serait négligeable. Elle ne brillerait pas de la manière dont GHAT cherchait. Elle serait là, massive, ingénierie extraordinaire, et presque invisible. Précisément parce qu'elle fait exactement ce pourquoi ses constructeurs l'ont conçue, conserver. Le sondage GHAT cherchait des civilisations qui font activement tourner leur infrastructure à haute puissance. Il écoutait le bruit de l'opération. Mais une civilisation qui a complété la transition vers l'estivation a délibérément minimisé ce bruit. L'absence de signature infrarouge nous dit qu'il n'y a pas de mégastructure active à haute puissance dans ces 100 000 galaxies. Elle nous dit très peu sur la question de savoir si des mégastructures dormantes s'y trouvent. Et cette asymétrie dans ce que nos instruments peuvent et ne peuvent pas détecter n'est pas une note de bas de page technique mineure. C'est la différence entre preuve d'absence et absence de preuve. Deux choses qui ne sont pas la même chose. Si tu voulais concevoir une civilisation pour la dormance à long terme, à quoi ressemblerait-elle? Un concept qui a circulé dans les discussions théoriques est ce que le physicien Robert Bradbury a appelé un cerveau matrochka, un ensemble de coquilles computationnelles emboîtées entourant une étoile. Chaque couche capturant la chaleur résiduelle de la couche intérieure et utilisant cette énergie pour du calcul supplémentaire avant de la rayonner vers l'extérieur. Extrayant une valeur computationnelle maximale de chaque joule que l'étoile produit. C'est la version active. L'architecture à haute efficacité pour une civilisation en pleine opération. Mais dans un état dormant, un cerveau matrochka serait une structure entièrement différente. Les coquilles seraient présentes. L'infrastructure serait en place, mais le traitement serait réduit au minimum. Juste assez pour maintenir l'intégrité du système, surveiller les menaces, gérer les réserves d'énergie stockées et garder les systèmes de réveil opérationnels. Et puis il y a les trous noirs. Les physiciens ont théorisé sur le calcul par trous noirs depuis le travail de Jacob Bekenstein dans les années 1970, qui a établi que les trous noirs portent une entropie proportionnelle à leur surface. Une civilisation qui comprenait cela pourrait potentiellement utiliser les propriétés gravitationnelles et informationnelles extrêmes des trous noirs comme substrat computationnel ultra-dense, stockant un maximum d'informations dans un minimum d'espace. Pour une civilisation entrant en dormance, un trou noir pourrait servir de support de stockage ultime à long terme. Un endroit pour garer l'information et l'énergie dans une forme qui survivra essentiellement intacte pendant des échelles de temps dépassant de loin la durée de vie de n'importe quelle étoile. Les connaissances de la civilisation, son expérience accumulée, ses programmes computationnels préparés, tout comprimé dans une structure qui survivra à l'époque actuelle de l'univers par des ordres de grandeur, et qui restera disponible pour récupération quand le moment viendra. Combine ces possibilités. Des coquilles matrochka dormantes maintenant des réserves d'énergie, du stockage d'informations dans des trous noirs, des réseaux de maintenance distribués à travers des systèmes stellaires, et tu obtiens une image de ce à quoi une superintelligence endormie pourrait ressembler en termes physiques. Pas une présence bruyante, électromagnétique, éclatante. Une position d'attente d'infrastructure thermodynamiquement optimisée, silencieuse. Indétectable par nos instruments actuels parce que nos instruments actuels sont conçus pour trouver exactement le contraire de ce qu'elle fait. Nous ne détectons pas l'absence. Nous manquons potentiellement à détecter une présence qui s'est spécifiquement organisée pour ne pas être détectée durant cette ère.
En 2018, un physicien russe nommé Alexander Berezin a publié un court article avec un titre qui ne cherche pas à adoucir le coup. Il l'a appelé « Premier entrée, dernier sorti ». Et avant même d'entrer dans l'argument, remarque quelque chose à propos de ce titre. Il ne dit pas « Première entrée gagne ». Il ne dit pas « Première entrée domine ». Il dit « Dernier sorti ». Comme dans Tout le monde sort avant que le premier ne le fasse. Comme dans l'histoire se termine pour tout le monde sauf celui qui est arrivé en premier. Son point de départ est le paradoxe de Fermi sans édulcoration. L'univers est vieux, l'univers est grand. La chimie de la vie n'est pas exotique. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Les 4 éléments réactifs les plus communs de l'univers, s'assemblant en acides aminés dans les nuages interstellaires, arrivant sur les surfaces planétaires à l'intérieur de météorites, faisant le travail patient de la complexité sur des centaines de millions d'années, monde après monde. L'attente que l'intelligence ait surgi ailleurs n'est pas un vœu pieux, c'est une lecture directe des chiffres. Et pourtant le ciel est silencieux. La réponse proposée par Berezin est l'une des idées les plus inconfortables de la littérature sur le paradoxe de Fermi. Et ce qui la rend inconfortable n'est pas qu'elle soit violente ou cruelle, c'est qu'elle n'a besoin d'être ni l'une ni l'autre pour arriver à sa conclusion. L'argument fonctionne à travers la logique ordinaire. Le type qui ne nécessite aucune malice, aucune conspiration, aucun effort dirigé d'aucune sorte. Il ne nécessite que les conséquences structurelles du fait d'être premier. La première civilisation à atteindre un véritable voyage interstellaire pratique, évolutif, autorépliquant à travers les systèmes stellaires, cette civilisation commence un processus qui ne peut être défait et ne peut être partagé. Elle commence à utiliser la galaxie. Elle consomme l'énergie stellaire pour alimenter son expansion. Elle traite les matières premières des ceintures d'astéroïdes, des surfaces planétaires, des champs de débris autour des étoiles. Elle établit une infrastructure dans les emplacements les plus riches en ressources et stratégiquement les plus précieux. Et de manière cruciale, elle fait tout cela non par hostilité envers quoi que ce soit d'autre, mais simplement parce que ce sont les ressources disponibles et c'est ce que l'expansion requiert. Voici l'analogie que Berezin offre. Quand une équipe de construction arrive pour construire un parking sur un terrain vague, elle ne parcourt pas d'abord le site en cherchant des colonies de fourmis. Elle ne conduit pas d'études d'impact environnemental sur la population locale d'insectes. Elle nivelle le terrain, coule le béton et construit le parking. S'il y avait des colonies de fourmis sur ce terrain, ces colonies ont disparu maintenant. Non parce que quelqu'un les a ciblées. Les fourmis n'étaient simplement pas un facteur dans le calcul, non pertinente pour le processus qui les a éliminées. C'est le mécanisme que Berezin décrit, et la raison pour laquelle il est plus difficile à rejeter qu'un scénario direct de destruction intentionnelle est précisément parce qu'il ne requiert aucune décision. Une civilisation qui chasse intentionnellement ses concurrents doit d'abord devenir consciente d'eux, puis développer une stratégie, puis l'exécuter à travers potentiellement des milliers d'années-lumière. C'est une chaîne de causalité compliquée avec de nombreux endroits où elle pourrait manquer. Mais une civilisation qui s'étend simplement parce que l'expansion est ce que font les civilisations expansionnistes, utilisant des ressources parce que les ressources sont ce que l'expansion requiert, n'a pas besoin d'être consciente de quoi que ce soit d'autre. Le filtre opère automatiquement, structurellement, comme un sous-produit du développement normal. Applique cela à l'échelle galactique et suit la logique à travers le temps. La première civilisation à devenir interstellaire commence à s'étendre depuis son système d'origine. Chaque nouveau système qu'elle habite devient une base pour une expansion ultérieure. La frontière avance vers l'extérieur dans une sphère en expansion. Ce processus, porté par la croissance exponentielle du nombre de systèmes habités, ne prend pas une éternité. À même une fraction modeste de la vitesse de la lumière pour les sondes d'expansion, une civilisation pourrait se répandre à travers une galaxie de la taille de la Voie lactée en quelque part entre 1 million et 100 millions d'années. Cela semble long. Mais la galaxie a plus de 13 milliards d'années. La fenêtre pour que cela se soit déjà produit bien avant que notre Soleil ne s'allume est énorme. À mesure que l'expansion procède, le paysage de ressources de la galaxie change. Les régions de formation stellaire les plus susceptibles de produire des planètes habitables et éventuellement des civilisations technologiques sont les mêmes régions les plus attractives pour une civilisation en expansion cherchant de l'énergie et des matières premières. Les étoiles stables à longue durée de vie, les mieux adaptées pour nourrir la vie intelligente sur des milliards d'années, sont exactement le type d'étoiles qu'il vaut la peine d'incorporer dans le réseau d'une civilisation en expansion. Ce que cela signifie est que la fenêtre pendant laquelle une deuxième civilisation pourrait surgir, développer une technologie et commencer sa propre expansion indépendante pourrait se fermer avant que cette deuxième civilisation ne démarre jamais. Le calendrier de développement de l'intelligence est long. 4 milliards d'années sur Terre, depuis la première vie unicellulaire jusqu'à une espèce capable de construire des radiotélescopes. Une première civilisation en expansion, réorganisant les ressources de la galaxie à travers des millions d'années, pourrait avoir fermé les fenêtres pertinentes bien avant qu'une deuxième civilisation n'atteigne le point de pertinence technologique. La première ne part pas. Tous les autres le font. Et c'est pourquoi le titre dit dernier sorti plutôt que premier gagne. Et maintenant connecte cela au silence.
Si Bérézin a raison, alors la galaxie dans laquelle nous vivons n'est pas un territoire neutre, ouvert, non développé, attendant celui qui arrive en premier. C'est un territoire qui a déjà été organisé. La phase d'expansion dans cette image s'est terminée il y a très longtemps. Ce qui a suivi, et ce dans quoi nous vivons en ce moment, est la suite silencieuse d'un processus qui s'est achevé avant que notre soleil n'existe. La maison n'est pas vide. Elle a été fermée pour la saison. Les lumières éteintes, les systèmes en mode maintenance. Les occupants quelque part à l'intérieur dans un état qui ne produit aucune émission détectable et aucune raison de frapper à la porte. Le silence de la galaxie, dans le cadre de Bérézin, n'est pas le silence de l'absence, c'est le silence de l'achèvement. Quelque chose est arrivé en premier, a fait ce que font les premiers arrivés. Et l'univers s'est réorganisé autour de ce fait il y a si longtemps que nous n'en avons aucun registre, aucun témoin, aucune trace lisible pour nous avec nos instruments actuels. Nous sommes la colonie de fourmis qui s'est formée dans le joint de dilatation du parking. Regardant le ciel de béton et se demandant où sont passés tous les autres animaux, ils étaient là. Ils n'étaient simplement pas des facteurs dans le calcul. Les mathématiques derrière ce qui fait qu'une seule civilisation pourrait dominer une galaxie ne sont pas exotiques ou inhabituelles. Tu as vu ce schéma avant, juste à des échelles plus petites. Il apparaît en biologie, en économie, dans l'histoire de l'adoption technologique, dans la manière dont un réseau social absorbe l'attention d'un milliard de personnes tandis que ses concurrents s'effacent dans l'insignifiance. La croissance exponentielle dans un système borné tend à produire un gagnant. Pas par conspiration, pas par vertu supérieure, par l'arithmétique composée d'un avantage précoce appliqué à une courbe de croissance suffisamment pentue pour que les entrants tardifs ne puissent jamais combler l'écart. Ce qui rend la version galactique de ce schéma différente n'est pas le mécanisme. Le mécanisme est le même que celui qui a produit chaque monopole dans l'histoire économique humaine. Ce qui la rend différente est l'échelle à laquelle la composition opère. Et le degré auquel cette échelle rend le résultat non seulement probable, mais mathématiquement inévitable. Une civilisation qui a commencé ce processus 5 millions d'années avant tout concurrent, ce qui en termes galactiques est un clignement d'œil, notre Soleil a 4,6 milliards d'années, donc 5 millions d'années c'est environ 0,1% de la durée de vie stellaire, aurait, au moment où le concurrent lance sa première sonde interstellaire, déjà organisé une sphère d'influence potentiellement couvrant des milliers d'années-lumière dans chaque direction. Des milliers de systèmes stellaires incorporés dans son réseau de ressources. Des milliers de sources d'énergie exploitées. La deuxième civilisation lance sa première sonde dans une galaxie qui n'est plus ouverte. Elle lance dans une galaxie qui a déjà été organisée autour des besoins de quelqu'un d'autre. L'écart n'est pas un écart qu'elle peut combler. L'écart est un trait structurel de la situation dans laquelle elle est née, et il se compose avec chaque année qui passe. Et une civilisation suffisamment intelligente pour avoir conquis une galaxie est certainement assez intelligente pour avoir fait la physique. Elle comprend le principe de Landauer. Elle a calculé les courbes d'efficacité. Elle sait, avec la précision que seule une civilisation de millions d'années plus avancée que nous peut apporter au calcul, exactement combien plus son énergie stockée vaudra dans un univers 10 degrés plus froid, 100 degrés plus froid, 1000 degrés plus froid. Et elle sait que chaque joule dépensé à maintenir une infrastructure galactique active en ce moment est un joule non disponible pour le calcul extraordinaire du futur profond. Alors elle fait ce que la rationalité exige. Elle réduit ses activités. Elle passe d'une expansion active à une consolidation prudente. Elle sécurise les ressources qu'elle a déjà réclamées dans une forme appropriée pour le stockage à long terme et l'utilisation éventuelle. Elle coupe les systèmes qu'elle n'a pas besoin de garder en marche. Elle réduit son empreinte depuis la signature bruyante d'une civilisation galactique maximalement active vers quelque chose de plus silencieux. Quelque chose de plus patient. Quelque chose qui préserve plutôt que dépense. Elle arrête de croître. Elle commence à épargner. Et à un moment donné, elle se tait. Pas morte. Pas partie. Pas vaincue par un rival ou défaite par une catastrophe. Simplement silencieuse. De la manière dont une personne très vieille et très riche pourrait éventuellement arrêter de dépenser somptueusement et commencer à gérer prudemment. Comprenant d'une manière que la jeunesse ne permet pas que les ressources que tu protèges aujourd'hui sont les ressources que tu as disponibles pour ce qui compte le plus demain. La galaxie devient calme. Les signaux s'arrêtent, les signatures de chaleur résiduelle s'estompent. Et de l'extérieur, du point de vue d'une jeune civilisation qui est apparue longtemps après que la consolidation était terminée, cela ressemble exactement à un univers vide. Cela ressemble exactement à ce que nous voyons. Il y a une découverte au milieu de la cosmologie moderne qui ne reçoit pas assez d'attention dans les conversations sur l'avenir à long terme de l'intelligence. Probablement parce que ses conséquences opèrent sur des échelles de temps si éloignées des préoccupations humaines ordinaires qu'elles semblent abstraites plutôt qu'urgentes. La découverte est celle-ci. L'univers ne fait pas que s'étendre, il accélère. Les galaxies ne s'éloignent pas les unes des autres de la manière dont les débris d'une explosion se déplacent vers l'extérieur, ralentissant graduellement sous la gravité mutuelle, se renversant peut-être éventuellement. Elles s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite, poussées par quelque chose qui remplit tout l'espace uniformément.
qui ne se dilue pas à mesure que l'univers s'étend, qui ne se comporte comme aucune forme de matière ou d'énergie que nous pouvons directement détecter ou manipuler. Nous appelons cela l'énergie noire, et elle constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers observable. Nous ne savons pas ce que c'est, nous savons ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, jouer sur des échelles de temps cosmologiques, est l'un des faits les plus structurellement conséquents de l'univers que toute civilisation à longue durée de vie devrait incorporer dans sa planification. En ce moment, l'univers observable s'étend sur environ 46 milliards d'années-lumière dans chaque direction depuis nous. Une sphère contenant ces 2000 milliards de galaxies. Cette sphère est grande, mais elle n'est pas illimitée, et sa frontière n'est pas fixe. La lumière des galaxies au bord de l'univers observable voyage vers nous depuis peu après le Big Bang. Mais beaucoup de ces galaxies s'éloignent de nous en ce moment même plus vite que la lumière. Non pas parce qu'elles violent la relativité restreinte, mais parce que l'espace entre elles et nous s'étend, et assez d'espace en expansion s'accumule pour produire une vitesse de récession dépassant la vitesse de la lumière. Ces galaxies sont déjà au-delà de toute possibilité de contact causal. Nous voyons leur passé. Nous ne pouvons pas atteindre leur présent. Et à mesure que l'accélération portée par l'énergie noire continue et s'intensifie sur des milliards d'années, de plus en plus de galaxies franchissent ce seuil. L'horizon cosmologique, la frontière au-delà de laquelle l'espace s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser, n'est pas une ligne fixe. C'est une cage qui rétrécit. Des galaxies qui sont actuellement à portée, en principe, vont éventuellement accélérer au-delà et disparaître du contact causal pour toujours. Pas détruites, pas disparues dans un sens physique, simplement inatteignables, inobservables. Causalement déconnectées de tout ce qui est à l'intérieur de l'horizon. Projette cela assez loin dans le futur et l'image devient presque désolante. Dans environ 100 milliards d'années, environ 7 fois l'âge actuel de l'univers, les seules galaxies restant visibles dans le ciel seront celles gravitationnellement liées à la Voie lactée, le groupe local. Quelques dizaines de galaxies maintenues ensemble par leur gravité mutuelle contre l'expansion de tout le reste. Andromède. Les nuages de Magellan. Une poignée de compagnons plus petits. Tout au-delà aura disparu dans l'invisibilité. Décalé vers le rouge dans le silence par l'expansion implacable de l'espace. Les futurs astronomes, s'il en existe, regarderont un ciel contenant bien moins de galaxies que ce que nous voyons aujourd'hui. Sans aucun moyen de savoir, à partir de leurs observations seules, que l'univers a jamais contenu les 2000 milliards que nous pouvons actuellement compter. Les preuves auront disparu. L'univers aura caché sa propre histoire. C'est ici que l'astrophysicien Dan Hooper entre dans l'histoire, et que son argument croise l'hypothèse d'estivation d'une manière à la fois indépendamment motivée et mutuellement renforçante. Hooper, travaillant au laboratoire national Fermi, a publié un article en 2018 examinant ce qu'une civilisation suffisamment prévoyante ferait si elle comprenait l'énergie noire et ses conséquences à long terme. Son argument est direct une fois que tu acceptes la prémisse que la civilisation en question pense en échelle de temps mesurée en milliards d'années plutôt qu'en siècles. Si tu sais que l'univers accessible en ressources rétrécit, que chaque milliard d'années qui passe place plus de systèmes stellaires définitivement hors de ta portée, alors la réponse rationnelle n'est pas d'attendre, c'est de collecter. D'étendre ta base de ressources agressivement pendant que l'expansion est encore possible, atteignant des systèmes stellaires pour capturer leur production d'énergie avant qu'ils ne franchissent l'horizon, récoltant leur énergie et la convertissant en réserves stockées qui peuvent être ramenées dans ton voisinage gravitationnellement lié et préservées pour une utilisation à long terme. Les étoiles au-delà de ton groupe local sont sur un minuteur. Une fois qu'elles franchissent l'horizon cosmologique, elles sont parties pour toujours. Pas juste inatteignables pour l'instant. Inatteignables pour tout le temps subséquent. Leur énergie définitivement perdue pour toute civilisation qui n'a pas réussi à la sécuriser avant que la fenêtre ne se ferme. Hooper a calculé qu'une civilisation entreprenant ce type de stratégie de récolte agressive, utilisant quelque chose comme des sondes autoréplicantes pour capturer des étoiles et rediriger leur production d'énergie vers un système de stockage central, pourrait potentiellement collecter l'énergie de milliers voire de millions de systèmes stellaires avant que l'énergie noire ne les place hors de portée. Et maintenant remarque ce que l'argument de Hooper produit quand il est placé à côté de l'hypothèse d'estivation, parce que les deux s'emboîtent d'une manière que ni l'un ni l'autre ne requiert, mais dont les deux bénéficient. L'hypothèse d'estivation dit stocker l'énergie maintenant, la dépenser plus tard dans le futur froid quand la limite de Landauer a baissé et que chaque joule achète vastement plus de calculs. Elle prédit une phase de récolte active suivie d'une longue phase de dormance. L'argument de Hooper sur l'énergie noire dit si tu ne récoltes pas agressivement avant que l'horizon cosmologique ne rétrécisse, tu perdras l'accès aux ressources dont tu as besoin pour le futur à long terme. Il prédit aussi une phase de récolte active, motivée non par l'optimisation thermodynamique, mais par la simple physique d'un univers dont le volume accessible se contracte. Deux lignes de raisonnement indépendantes partant de faits physiques différents, l'une de la dépendance en température du principe de Landauer, l'autre de la géométrie d'un univers en accélération, arrivent toutes les deux à la même prédiction comportementale pour une civilisation avancée rationnelle.
récolter agressivement tôt, stocker les ressources, transitionner vers un état de préservation à faible activité, attendre. Cette convergence ne prouve pas que l'un ou l'autre argument est correct. Mais elle fait quelque chose d'important pour l'image d'ensemble. Elle signifie que la stratégie d'estivation n'est pas juste une idée ingénieuse qui se trouve expliquer le paradoxe de Fermi. C'est un comportement que de multiples caractéristiques indépendantes de la physique de l'univers semblent encourager. L'univers est structuré d'au moins deux manières distinctes pour récompenser les civilisations qui pensent aux échelles de temps les plus longues, qui priorisent la préservation sur l'activité, qui sont disposées à se taire maintenant en échange de richesses computationnelles plus tard. L'univers, presque comme par design, fait de la patience la stratégie gagnante. Et il y a quelque chose qui vaut la peine de s'asseoir avec dans le timing spécifique de la fenêtre de récolte que l'énergie noire implique. L'accélération de l'univers n'est pas un problème de futur lointain. Elle est déjà en cours. L'horizon cosmologique rétrécit déjà. Lentement par les standards humains, mais implacablement par toute autre mesure. Des systèmes stellaires qui sont marginalement atteignables aujourd'hui ne seront pas atteignables dans 1 milliard d'années. La fenêtre pour récolter au-delà du voisinage gravitationnel local n'est pas permanemment ouverte. Elle se ferme graduellement et irréversiblement. Si une civilisation faisant ce calcul existait dans notre galaxie ou dans notre voisinage stellaire, elle aurait reconnu le calendrier de l'énergie noire il y a des milliards d'années, longtemps avant que notre Soleil ne se forme, et elle aurait commencé à récolter en conséquence. À quoi cette phase de récolte aurait-elle ressemblé de l'extérieur? Énergétique, active, pleine des types de signatures d'ingénierie à grande échelle que nos sondages sont conçus pour trouver. Des mégastructures capturant la production d'énergie stellaire, des systèmes autoréplicants se répandant à travers les voisinages stellaires, redirigeant les ressources vers l'infrastructure de stockage de la civilisation. Tout cela aurait été détectable si tu avais été là pour le détecter. Si quelqu'un avait eu des instruments pointés dans la bonne direction au bon moment. Mais cette phase s'est terminée. La récolte s'est achevée. La fenêtre que l'énergie noire fermait s'est éventuellement fermée suffisamment pour que davantage d'expansion devienne improductive. La civilisation avait ce dont elle avait besoin, ou autant que la physique lui permettait de collecter. Et elle a transitionné, comme l'hypothèse d'estivation le prédit, vers le long silence de la phase de préservation. Les signatures de cette phase de récolte sont froides maintenant. La chaleur résiduelle s'est dispersée à travers des milliards d'années. L'ingénierie active s'est arrêtée. Ce qui reste est la réserve stockée, assise dans la forme que la civilisation a choisie pour la préservation à long terme, attendant dans le noir que l'univers devienne assez froid pour la dépenser sagement. Et nous sommes ici, des milliards d'années après que l'activité s'est arrêtée, regardant un univers qui ne nous montre rien de tout cela. Pas parce que cela ne s'est pas produit. Parce que les preuves sont assez anciennes pour que nous ne puissions pas les lire, et l'état présent est assez silencieux pour que nous ne puissions pas le détecter. Et nos instruments ont été construits pour trouver du bruit dans un univers qui, aux endroits qui comptent, a appris à être silencieux longtemps avant que notre monde n'existe. Il y a un type particulier de menace qui est qualitativement différent de tous les autres types de menaces. Et la différence ne concerne pas la magnitude. Elle concerne la structure du danger lui-même. La plupart des menaces, même catastrophiques, partagent une caractéristique commune. Elles te donnent quelque chose avec quoi travailler. Un impact d'astéroïde te donne, en principe, assez de temps d'avertissement pour tenter une déviation si tu as la technologie. Une étoile devenant supernova te donne les signatures précurseurs d'un système stellaire mourant à travers des milliers d'années. Une pandémie te donne la biologie du pathogène à étudier, les dynamiques de transmission à modéliser, les outils pharmaceutiques à développer. Même la mort thermodynamique lente de l'univers, le point final froid et sombre où l'entropie est maximisée et aucun travail utile ne peut être extrait d'aucun différentiel de température, te donne des milliers de milliards d'années pour y réfléchir. La décroissance du vide ne te donne rien. Pas une fenêtre réduite. Pas un problème d'ingénierie plus difficile. Rien. Commence par le champ de Higgs, parce que c'est là que la physique devient personnelle d'une manière que les autres concepts cosmologiques gèrent rarement. Le champ de Higgs n'est pas une abstraction. C'est quelque chose qui remplit chaque centimètre cube d'espace que tu as jamais occupé, chaque pièce dans laquelle tu t'es assis, chaque ciel que tu as regardé. C'est un champ quantique qui imprègne tout l'espace avec une valeur d'énergie spécifique. Et son interaction avec d'autres champs quantiques est ce qui donne aux particules élémentaires leur masse. Sans le champ de Higgs à sa valeur actuelle, les électrons seraient sans masse. Des électrons sans masse ne formeraient pas d'orbite stable autour des noyaux atomiques. Les atomes tels que nous les connaissons n'existeraient pas. La chimie n'existerait pas. Tu n'existerais pas. Le champ de Higgs, assis à sa valeur actuelle, est l'une des conditions fondamentales de tout ce qui s'est jamais produit dans l'histoire de l'univers. Maintenant, voici le problème. Le champ de Higgs n'a pas qu'une seule valeur possible. Comme une balle roulant à travers un paysage avec des collines et des vallées, le champ peut en principe se situer à différents niveaux d'énergie. La valeur qu'il a actuellement, celle qui donne aux électrons leur masse et rend la chimie possible, correspond à un point spécifique sur ce paysage énergétique.
Et quand les physiciens mesurent la masse du boson de Higgs, découvert au grand collisionneur de hadrons en 2012, et combinent cette mesure avec la masse mesurée du quark top, le plus lourd des quarks, les nombres qu'ils obtiennent placent le champ de Higgs dans un emplacement sur son paysage énergétique qui n'est pas évidemment le point le plus bas possible. Il pourrait être un minimum local, une vallée, oui, stable contre les petites perturbations, mais pas la vallée la plus profonde disponible. Il pourrait y avoir un état d'énergie plus bas, un vrai vide, assis quelque part ailleurs sur le paysage, séparé de notre état actuel par une barrière d'énergie. Le physicien français François Englert, lauréat du prix Nobel en 2013 pour la prédiction théorique du boson de Higgs, a contribué à établir le cadre théorique qui rend cette question possible. Avec Peter Higgs et Robert Brout, Englert a construit dans les années 1960 le mécanisme qui explique comment les particules acquièrent leur masse à travers leur interaction avec ce champ. Que ce champ puisse être métastable, assis dans un faux vide plutôt que dans le vrai vide, est une conséquence directe de la structure mathématique qu'Englert et ses collègues ont établie. La théorie qui nous a donné la compréhension de la masse est la même théorie qui nous dit que le sol sous nos pieds pourrait ne pas être le sol le plus bas. Sous circonstances normales, la barrière maintient le champ où il est. L'univers est assis dans sa vallée et y reste parce que la barrière est assez haute pour que les fluctuations thermiques ne puissent pas pousser le champ par-dessus. Mais la mécanique quantique ne requiert pas de passer par-dessus les barrières. Elle permet de traverser à travers elles par effet tunnel. L'effet tunnel quantique est le phénomène par lequel un système quantique transite entre des états, non pas en ayant assez d'énergie pour franchir la barrière entre eux, mais en apparaissant probabilistiquement de l'autre côté de la barrière sans jamais la franchir classiquement. Et pour le champ de Higgs, cela signifie que même avec la barrière intacte, il y a une probabilité non nulle par unité de volume par unité de temps que le champ tunnelle spontanément vers l'état de vrai vide quelque part dans l'espace. La probabilité est extraordinairement faible. Par mètre cube d'espace donné, par année donnée, la chance qu'un événement spontané de décroissance du vide s'initie est extrêmement petite. Assez petite pour que le temps d'attente avant qu'un tel événement ne se produise n'importe où dans l'univers observable soit probablement de nombreux ordres de grandeur plus longs que l'âge actuel de l'univers. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter cet après-midi. Mais voici ce qui se passe si cela se produit, n'importe où, à n'importe quel moment de l'histoire de l'univers. La région d'espace où le champ de Higgs tunnelle vers le vrai vide devient une bulle de vrai vide. Une petite sphère où les lois de la physique sont différentes. Les masses des particules sont différentes. Les forces des interactions sont différentes. Les règles qui gouvernent la chimie, la physique nucléaire et la structure de la matière sont réécrites selon ce que l'état de vrai vide du champ de Higgs produit. Et cette bulle ne reste pas petite. Le vrai vide a une énergie plus basse que le faux vide que nous occupons actuellement. Ce qui signifie que la frontière entre les deux états, la paroi de la bulle en expansion, libère de l'énergie à mesure qu'elle convertit le faux vide en vrai vide. Cette libération d'énergie propulse la paroi de la bulle vers l'extérieur. La bulle s'étend. Et parce que la physique à l'intérieur de la bulle est différente de la physique à l'extérieur, et parce que la paroi de la bulle est là où la transition se produit, la paroi se déplace vers l'extérieur à la vitesse maximale permise par l'ancienne physique, la vitesse de la lumière. Rien à l'intérieur de l'ancien univers, rien fait de particules dont les propriétés sont définies par la valeur actuelle du champ de Higgs ne peut la distancer. Depuis l'extérieur de la bulle, si tu pouvais d'une manière ou d'une autre l'observer, tu ne verrais rien jusqu'à son arrivée. La paroi de la bulle s'étend à la vitesse de la lumière. Tout signal qu'elle pourrait émettre, tout photon, toute onde gravitationnelle, voyage au mieux à la vitesse de la lumière. La paroi de la bulle et tout avertissement qu'elle pourrait théoriquement envoyer voyagent à la même vitesse. L'avertissement et l'événement arrivent simultanément. Il n'y a pas de temps entre la détection et l'impact, parce que la détection est l'impact. Pense à ce que cela signifie spécifiquement pour le scénario d'estivation que nous avons construit. Une civilisation en dormance a ingénieré sa situation pour la longue attente. Elle a stocké son énergie dans des systèmes physiques stables. Elle a construit une infrastructure de maintenance conçue pour survivre pendant des milliers de milliards d'années. Elle a fixé des conditions de réveil liées à la courbe de température de l'univers. Elle a, à tous les égards que l'ingénierie et la physique nous permettent actuellement d'imaginer, préparer le futur avec une sophistication et un soin extraordinaires. Elle a résolu le problème des ressources, le problème de l'expansion, le problème de l'efficacité thermodynamique, le problème de la récolte de l'énergie noire. Elle a tout fait correctement. Et rien de tout cela n'a d'importance si le vide décroît. Non pas parce que l'ingénierie était inadéquate, non pas parce que la planification était défaillante, parce que le substrat physique sur lequel toute cette ingénierie et cette planification ont été construites, la valeur du champ de Higgs qui fait que les particules ont une masse, que les atomes sont stables, que la chimie est possible, que le calcul est possible, que l'existence sous toute forme que nous pouvons concevoir est possible, n'est pas garantie de persister.
Les meilleures estimations actuelles de la physique des particules placent le champ de Higgs dans une région de l'espace des paramètres inconfortablement proches de la frontière entre stable et métastable. Pas définitivement dans la région métastable. Les incertitudes dans les mesures pertinentes sont assez grandes pour que la stabilité reste possible, mais assez proche pour que la question ne soit pas académique. Le plateau de jeu a été remis aux joueurs sans garantie. Il fonctionne depuis 13,8 milliards d'années sans défaillir, ce qui est rassurant mais pas conclusif. Et les joueurs qui ont attendu le plus longtemps, ceux qui ont le plus investi dans la survie du plateau, sont ceux qui ont le plus à perdre s'il ne survit pas. Il n'y a pas de bouclier contre cela. Il n'y a pas de système d'alerte précoce. Il n'y a pas de solution d'ingénierie. Il n'y a que la probabilité assise là dans les équations, silencieuse et patiente à sa propre manière, attendant elle aussi comme tout le reste. Au-delà de la décroissance du vide, il y a un plafond plus prosaïque, mais également fondamental sur ce que toute civilisation peut accomplir, peu importe combien de temps elle attend ou avec quelle efficacité elle gère ses ressources. Ce plafond a été décrit par Jacob Bekenstein dans les années 1970 et développé par des travaux ultérieurs en théorie quantique de l'information et physique des trous noirs. Il s'appelle la borne de Bekenstein, et elle stipule qu'il y a une quantité maximale d'information qui peut être stockée dans une région finie d'espace avec une quantité finie d'énergie. La borne est dérivée de la thermodynamique des trous noirs. Bekenstein a montré que l'entropie d'un trou noir, qui est proportionnelle à son contenu en information, est proportionnelle à la surface de son horizon des événements, pas à son volume. Cela signifie que les trous noirs représentent la densité d'information maximale possible pour toute région d'espace donnée. Tu ne peux pas entasser plus d'informations dans un volume qu'un trou noir de la même taille n'en contiendrait. Tout système qui essaierait deviendrait lui-même un trou noir. Pour une civilisation jouant le jeu à long terme de l'hypothèse d'estivation, cela importe d'une manière spécifique. La stratégie d'attente du refroidissement de l'univers est fondée sur l'idée d'éventuellement faire tourner une vaste quantité de calculs. Mais la borne de Bekenstein place un plafond dur sur la quantité totale de calculs que tout système physiquement réalisable peut effectuer, quel que soit le degré d'efficacité de chaque opération individuelle. Tu ne peux pas calculer immensément même si tu attends pour toujours. Parce que l'énergie et l'espace disponible sont finis, et les systèmes finis ont une capacité d'information finie. Cela n'invalide pas la stratégie d'estivation en tant que telle. Le gain d'efficacité est toujours réel. Le facteur de 10 puissance 30 est toujours là. Dépenser le budget computationnel dans le futur froid est toujours vastement plus productif que le dépenser maintenant. Mais cela impose une correction de perspective sur ce que cette stratégie peut ultimement accomplir. Les civilisations dormantes, si elles existent, n'attendent pas un calcul illimité. Elles attendent le meilleur calcul fini possible, la pensée maximale que les lois de la physique permettent dans les contraintes d'un univers borné. Elles optimisent dans des limites, elles ne les transcendent pas, et ce recadrage a un poids philosophique. L'intelligence, dans cette image, ne court pas vers une expansion illimitée ou une croissance illimitée. Elle résout un problème d'optimisation borné dans les contraintes dures de la loi physique, essayant d'extraire le maximum possible de sens et d'expérience d'un univers fini avant qu'il ne s'épuise en structure utile. La patience n'est pas la patience de dieux attendant l'illimité. C'est la patience d'êtres très sophistiqués, essayant de faire le meilleur usage d'une ressource limitée dans un univers qui, par l'opération combinée de l'expansion, du refroidissement et de l'évaporation lente de ces derniers trous noirs, finira par se réduire à rien. Prenons du recul maintenant, pas seulement par rapport à la dernière section, mais par rapport à tout, et regardons ce que ces idées convergentes ont construit. Nous avons commencé avec un paradoxe, un univers de 2000 milliards de galaxies, vieux de milliards d'années, riche en blocs chimiques de construction de la vie, gouverné par des lois physiques qui semblent permettre l'intelligence, et pourtant complètement, obstinément, étrangement silencieux quand nous écoutons les voix que nous nous attendions à entendre. L'hypothèse d'estivation offre une troisième possibilité, et c'est celle qui s'assoit le plus étrangement dans l'esprit parce qu'elle refuse de résoudre la dissonance avec du confort. Elle dit que l'univers pourrait être plein. Pas plein d'une manière que nous pouvons actuellement détecter. Pas plein d'une manière qui se présente à nos télescopes ou nos récepteurs radio ou nos sondages infrarouges, mais plein dans le sens qui compte le plus sur les échelles de temps les plus longues. Plein d'intelligence qui a décidé, sur la base d'un raisonnement physique solide, que maintenant n'est pas le moment. Que cette ère de l'univers, notre ère, l'ère des étoiles et des galaxies et du rayonnement de fond à 2,7 Kelvin, n'est pas l'environnement optimal pour le type de pensée qu'ils veulent faire. Que la patience requise se mesure non en siècles ou en millénaires, mais en nombres qui font paraître l'âge actuel de l'univers comme une erreur d'arrondi. Il faut ici mentionner les critiques, parce que l'honnêteté scientifique l'exige, et parce que les objections sont sérieuses. La contestation la plus directe et techniquement développée de l'hypothèse d'estivation est venue en 2019, environ 2 ans après que Sandberg, Armstrong et Tchirkovitch ont publié leur article original. La réponse a été rédigée par 3 personnes dont les noms portent un poids réel dans les domaines pertinents.
Charles Bennett est l'un des fondateurs de la théorie quantique de l'information et a passé des décennies à travailler sur les limites physiques du calcul. Robin Hanson est un économiste et physicien à l'université George Mason qui a beaucoup écrit sur le paradoxe de Fermi. Jess Riddell travaille sur les fondements de la mécanique quantique et la physique de l'information. Leur point central est celui-ci. L'hypothèse d'estivation, pour générer son gain d'efficacité stupéfiant de 10 puissance 30, repose sur une hypothèse spécifique concernant la manière dont la chaleur résiduelle computationnelle doit être évacuée. Le calcul génère de la chaleur. C'est le principe de Landauer et il n'est pas en dispute. La question est où cette chaleur va. L'analyse de Sandberg suppose que la chaleur résiduelle du calcul doit ultimement être rayonnée dans le rayonnement fossile qui fixe la température effective du puits de chaleur. Bennett, Hanson et Riddell argumentent que cette hypothèse est trop restrictive, qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait avoir accès à des puits de chaleur locaux, des arrangements thermodynamiques structurés, des configurations qui permettent à l'entropie d'être évacuée sans se coupler directement à la température du rayonnement fossile. Si l'une quelconque des alternatives est physiquement réalisable, s'il existe même une seule approche d'ingénierie qui permet l'évacuation de chaleur résiduelle à une température plus basse que celle du fond diffus, ou par un mécanisme qui ne dépend pas de la température du fond diffus, alors le gain d'efficacité d'attendre que l'univers refroidisse est réduit. Le facteur de 10 puissance 30 rétrécit. Peut-être qu'il devient 10 puissance 20, peut-être 10 puissance 10. Peut-être quelque chose de bien plus petit encore. Et à mesure que ce facteur rétrécit, l'argument rationnel pour qu'une civilisation choisisse d'attendre des milliers de milliards d'années plutôt que de calculer maintenant devient progressivement plus faible. C'est une objection authentique. Elle n'est pas une chicane sur des détails. Elle attaque le cœur quantitatif de l'argument. La magnitude spécifique du gain d'efficacité qui rend l'estivation non seulement plausible mais rationnellement impérative. Si le gain est 10 puissance 30, l'argument pour attendre est écrasant. Si le gain est 10 puissance 5, l'argument est intéressant mais pas décisif. Et d'autres stratégies pourraient raisonnablement lui faire concurrence. La différence entre ces scénarios dépend de physique qui n'est pas actuellement résolue. Sandberg et ses collaborateurs n'ont pas ignoré cette contestation. Dans des discussions ultérieures, ils reconnaissent que l'objection de Bennett, Hanson, Riddell identifie une incertitude réelle dans l'analyse originale. La question de savoir si la température du fond diffus représente véritablement le plancher ultime pour l'évacuation de la chaleur computationnelle, ou si des contournements d'ingénierie sont disponibles pour une civilisation opérant à un niveau suffisamment avancé, n'est pas une question que la physique actuelle peut définitivement trancher. Ce que cet échange entre les auteurs originaux et leurs critiques illustre est quelque chose d'important sur le statut épistémique de l'hypothèse d'estivation. Ce n'est pas une idée farfelue, ce n'est pas de la spéculation marginale déconnectée de la vraie physique. C'est un argument sérieux construit sur des principes physiques authentiques, engageant avec des contraintes et des données réelles. Pris suffisamment au sérieux par des chercheurs sérieux pour générer une réponse technique formelle dans la littérature scientifique. Mais ce n'est pas non plus une théorie confirmée. Ce n'est même pas proche d'une théorie confirmée. C'est un cadre spéculatif qui fait un argument physique spécifique. Et cet argument repose sur des hypothèses qui restent contestées. L'opinion experte sur sa validité est genuinement divisée. Pas de la manière dont la science du climat est divisée, où un côté a essentiellement toutes les preuves, mais de la manière dont les questions ouvertes en physique sont divisées, où la réponse n'est pas encore connue et des gens raisonnables et informés sont en désaccord. Mais voici la chose qui ne change pas, quel que soit le sort de l'hypothèse d'estivation. Le silence est toujours là. Le paradoxe de Fermi ne disparaît pas si les calculs d'efficacité de Sandberg s'avèrent décalés de plusieurs ordres de grandeur. L'univers a toujours 13,8 milliards d'années. Il contient toujours 2000 milliards de galaxies. La chimie de la vie n'est toujours pas exotique. Et nous sommes toujours assis ici au début du XXIe siècle avec 60 ans de données de radiotélescope et pas un seul signal confirmé à montrer. Le problème ne rétrécit pas quand la solution est contestée. Le problème reste exactement aussi grand et exactement aussi non résolu qu'il l'était le jour où Fermi a posé sa question pendant le déjeuner en 1950. Et c'est, d'une certaine manière, la chose la plus honnête qui puisse être dite sur l'endroit où nous en sommes. Nous avons un univers qui semble vide et qui presque certainement ne l'est pas. Nous avons une hypothèse qui explique le vide par un argument physique rationnel et qui a été sérieusement contesté sur des fondements techniques spécifiques. Nous avons des questions ouvertes en physique dont la contestation dépend, questions qui pourraient être résolues dans la prochaine décennie ou le prochain siècle ou pas de notre vivant. Nous avons en d'autres termes exactement la situation dans laquelle la science est censée se trouver quand elle fonctionne correctement. Un problème difficile, des tentatives sérieuses de solution, un désaccord authentique entre personnes informées et aucune résolution encore en vue. Il y a aussi la question de la détection, et elle mérite d'être posée avec le même sérieux que le reste. Quand les astronomes cherchaient des exoplanètes, des planètes orbitant d'autres étoiles que notre Soleil,
Il faisait face à un défi instrumental fondamental. Les planètes n'émettent pas de lumière propre en quantité facilement détectable à travers les distances interstellaires. Elles sont petites, sombres et submergées par l'éclat de l'étoile qu'elles orbitent. Alors les astronomes n'ont pas cherché les planètes directement. Ils ont cherché ce que les planètes font aux choses autour d'elles. Ils ont mesuré le minuscule balancement qu'une planète induit dans le mouvement de son étoile parente. Ils ont guetté le minuscule obscurcissement de la lumière stellaire quand une planète passait devant la face de son étoile. Ils ne détectaient pas la planète. Ils détectaient l'influence de la planète sur quelque chose de détectable. SETI, tel qu'il a été pratiqué pendant 60 ans, n'a pas fait la même évolution méthodologique. Il est resté engagé largement dans l'approche de détection directe, cherchant les émissions de l'intelligence plutôt que l'influence de l'intelligence sur quelque chose que nous pouvons déjà mesurer. L'ensemble du cadre SETI électromagnétique est construit sur un modèle de ce qu'une civilisation intelligente fait de son existence. Elle communique, elle construit une grande infrastructure consommatrice d'énergie. Elle rayonne de la chaleur résiduelle, elle s'étend, elle fait du bruit à travers de multiples fréquences simultanément. Ce modèle n'est pas arbitraire, il est dérivé du seul point de données que nous avons, nous-mêmes. Nous sommes une civilisation qui a développé la technologie radio il y a environ 130 ans. Nous diffusons accidentellement notre présence au univers depuis lors. Dans une sphère croissante de bruit électromagnétique maintenant d'environ 130 années-lumière de rayons centrés sur la Terre. Nous avons construit des systèmes de communication avant de comprendre leur coût thermodynamique. Nous avons étendu notre utilisation d'énergie sans l'analyse d'efficacité que l'argument de Landauer suggère qu'une civilisation mature prioriserait. Nous sommes dans la taxonomie impliquée par l'hypothèse d'estivation, un exemple classique d'une civilisation jeune, énergétiquement extravagante, thermodynamiquement naïve dans la phase bruyante précoce de son développement. Et nous avons construit notre recherche des autres à notre propre image. Ce n'est pas une critique. C'est la seule chose raisonnable que nous pouvions faire en 1960. Mais l'hypothèse d'estivation suggère que la civilisation que nous sommes conçus pour trouver et celle qui domine réellement la galaxie ne sont pas la même. Elles ne sont même pas la même phase de civilisation. Le silence continue, patient d'une manière qui correspond à l'hypothèse d'une façon inconfortablement bien ajustée. Et où cela nous laisse-t-il? Nous sommes ici dans l'univers précoce, dans la phase chaude et bruyante, brûlant notre budget computationnel avec l'inefficacité d'une espèce qui n'apprécie pas encore pleinement ce que valent ses réserves d'énergie. Nous construisons des radiotélescopes et les pointons vers les étoiles et écoutons des signaux de civilisation qui, si l'hypothèse est correcte, ont arrêté d'envoyer des signaux il y a des millions ou des milliards d'années. Nous cherchons des semblables précoces et trouvons la galaxie silencieuse. Non parce qu'elle est vide, mais parce que nous cherchons du bruit dans un univers qui, aux endroits qui comptent, a appris à être immobile. Le silence n'est pas un cimetière. Ce n'est pas le reflet de civilisations qui ont brûlé trop fort et sont mortes trop vite. Ce pourrait être le son de quelque chose de bien plus alien que tout ce que nous avons imaginé quand nous avons commencé à écouter. Pas une absence d'intelligence, son expression la plus aboutie, une forme d'existence si optimisée, si patiente, si tourment orientée vers le futur lointain qu'elle a temporairement quitté le présent. Pas partie, pas morte, pas effrayée, en attente, à travers des échelles de temps que nous ne pouvons pas sentir et des échelles que nous ne pouvons pas voir en attendant que l'univers devienne ce dont ils ont besoin qu'il soit. Nous pourrions être les seuls esprits actifs dans la galaxie en ce moment. Non parce que nous sommes spéciaux, non parce que nous étions les premiers, non parce que nous avons survécu à quelque chose que d'autres n'ont pas survécu, mais parce que nous sommes en avance. Parce que nous sommes dans la phase avant la patience. Parce que l'éveil computationnel que la physique rend possible est encore à des milliers de milliards d'années de distance. Et ceux qui l'ont compris se sont tus il y a très très longtemps. L'univers n'est pas vide. Regarde les chiffres, regarde la chimie. Regarde les 4 milliards d'années d'histoire de la vie sur cette seule planète et dis-toi avec un visage sérieux que c'est arrivé précisément une fois dans 2000 milliards de galaxies sur 14 milliards d'années. L'univers n'est pas vide, il attend. Et dans cette attente, dans cette patience stellaire absolue mesurée en unités de froid et d'obscurité et de temps si long que les étoiles elles-mêmes ne sont qu'un souvenir, il pourrait y avoir des esprits qui ont été assis avec une pensée que nous ne pouvons pas encore avoir. Parce que la pensée maintenant coûterait trop cher. Parce que l'univers n'est pas encore assez froid. Parce que le moment optimal pour le plus grand calcul de l'histoire de l'intelligence est encore si loin devant que nous ne sommes même pas dans les premières lignes de l'histoire que nous pensons raconter. Nous ne sommes pas la fin de quelque chose. Nous ne sommes pas le milieu. Nous sommes la toute première phrase d'un document si long qu'il n'a pas encore trouvé son deuxième paragraphe. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons construit, chaque signal que nous avons envoyé dans le ciel en cherchant une réponse, tout cela se passe dans la préface. L'univers n'a pas encore commencé à penser sérieusement, mais il le fera. Et quelque part dans le froid, dans le noir, dans le long silence entre maintenant et le moment où les lois de la physique rendront enfin la pleine pensée abordable, quelque chose le sait déjà.